Je crois que le réel problème, c'est le système dans lequel on vit. C'est horrible. Moi, ça fait 1 an et demi que doucement je m'informe et chaque jour je change parce que je ne peux pas accepter le système dans lequel on vit. Mon grand moment de prise de conscience, ça a été un tour du monde que j'ai fait entre mon master et le début de mon doctorat. Et notamment en Inde, l'Inde qui a été le premier pays où j'ai passé 2 mois. Donc c'était la prise de conscience que la question écologique, non seulement elle est réelle. Bon, en France, il faut qu'on vous parle des indicateurs de pollution atmosphérique. Là-bas, vous passez, le soir, vous vous mouchez, c'est noir, quoi. Donc c'est évident. Et non seulement elle est réelle, mais c'est une question de vie et de mort. Parce que c'est un modèle meurtrier. Enfin, je veux dire, si vous écoutez Yves Sagno, si vous écoutez des gens qui vivent le changement climatique au premier chef, enfin, ce système tue. C'est pas ce système abîme le vivant, ce système tue, point. Il tue la nature, il tue des humains. D'accord ? On tue réellement des personnes pour le système dans lequel on vit aujourd'hui, pour qu'il puisse fonctionner, pour qu'on puisse faire plus vite, pour que nous, en tant qu'Européens privilégiés, on puisse avoir tout ce qu'on veut et que derrière, jamais on réalise ce qu'il y a vraiment. Il y a plein d'urgences auxquelles on doit s'attaquer aujourd'hui, quand on voit les inégalités, tous les gens qui sont aujourd'hui écrasés par un système qui ne leur donne aucune place, qui sont exclus. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que pour moi l'écologie c'est une des facettes. Quand on analyse, on voit que tout ça est imbriqué et entrelacé et qu'on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre d'un bouleversement systémique. Notre organisation actuelle a une série de mécanismes, dont des partis politiques, dont des luttes de pouvoir, dont tout un mécanisme. Et je pense que beaucoup de ces choses-là sont aussi à bout de souffle. On le voit au niveau politique, à travers ces populismes, des risques vraiment de régimes antidémocratiques. Et donc ça me semble tout à fait normal qu'il y ait ces revirements, ce durcissement par exemple sur tout ce qui est sécurité, toutes ces choses-là. Ça me fait... Dans ma façon de le nommer, c'est juste pour moi la bête qui est en train de mordre un peu plus parce qu'elle sent que son temps est venu. Ce système aujourd'hui se heurte aux limites de la planète et aux limites de l'être humain. Alors il se heurte et en fait il les a déjà dépassés, il les a déjà transgressés. Notre monde moderne, orienté vers la flèche du progrès, n'a été orienté que vers le résultat. Et on en voit lécher. Parce que ça épuise tout, y compris donc les ressources, puisqu'il n'y en a plus. Parce qu'elles ne sont pas ordonnées dans une logique de la générosité, du don et de ce qui arrive, mais dans la logique de ce que l'on maîtrise. Et on maîtrise quoi ? On maîtrise le temps et la production en vue de ce que ça... de ce que ça contente notre avidité. J'ai cette métaphore on serait dans une civilisation du muscle. Civilisation qui travaille par la force, par j'impose, par je tiens. Et je pense qu'il y a des civilisations qui sont des civilisations du squelette et que biologiquement on est fait pour tenir avec notre squelette et pas tenir avec tous nos muscles, parce que ça consomme une énergie folle de tenir par ses muscles. Notre squelette est fait pour juste se déposer. Et je crois qu'on est dans une société du muscle qui veut tenir, tordre, prendre, et qu'on est appelé à passer dans une civilisation du squelette. Le courage de ces personnes m'impressionne. Ce n'est pas un rôle qu'on endosse volontiers, celui de prophète de malheur. Je repense au personnage de Jonas dans la Bible. Quand Dieu lui demande d'aller prophétiser la destruction de la ville de Ninive, il s'enfuit. Il se précipite sur un bateau qui va dans la direction inverse. Qui ne préférerait pas aller faire du tourisme plutôt que de s'en prendre plein la figure à jouer les Cassandre ou les Greta Thunberg ? C'est quand même fou de se dire que les jeunes sont plus prêts à y aller et se dire bon ok, honnêtement, notre système est en train de détruire une partie de notre monde, il est en train de détruire notre futur, il est en train de détruire déjà la vie d'autres personnes, et de se dire c'est très dur, mais il va falloir être réaliste. Tandis que les adultes du monde d'aujourd'hui veulent surtout qu'on ne soit pas réaliste, ils veulent qu'on reste
dans cette idée de se dire c'est bon, de toute façon les gars, on gère, oui, les accords de Paris, il n'y a pas de souci, on va y arriver, c'est bon, hein, et on sait ce qu'on fait. Hein. Et ça c'est ce qu'on entend des jeunes quand ils vont en soirée et qui disent t'inquiète, on sait ce qu'on fait. Donc là, ouais, les politiciens, les adultes peuvent être des enfants, des ados surtout. De se dire t'inquiète, on gère, et pourtant on ne gère rien du tout parce que tu as derrière les parents qui sont les experts, les scientifiques qui nous disent wow, ça se passe pas bien. En fait, c'est quitter le stade de l'adolescent, enfant qui se croit tout permis à passer à l'âge adulte où on est responsable de ce qu'on fait, des actes qu'on pose. Et ça ne veut pas dire devenir triste. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de joie quand on est là-dedans. Comme il y a beaucoup de tristesse chez les adolescents qui consomment du plaisir ou qui sont là-dedans, c'est pas ça, il n'y a pas d'épaisseur. Quand je dis ça, je fais référence à certains auteurs qui parlent du fait que notre civilisation est coincée dans une posture patho-adolescente. Je ne sais pas si Vincent en a parlé, mais moi ça me travaille beaucoup, c'est de voir à quel point soit on se réfugie dans le confort de ne pas devenir adulte, soit en tout cas on ne s'autorise pas à le devenir, en s'inventant des tas de peurs qui sont souvent des peurs de rejet, en fait, des peurs d'être rejeté de son groupe qui est dans les mêmes peurs. C'est la même chose pour l'agriculture bio. Tu vois, le passage au bio, plein d'agriculteurs ont des verrous psychologiques parce qu'ils ont peur que les voisins se foutent de leur gueule. Ouais, ils nous prêtent pour, je sais pas moi, une femmelette ou un bobo. Ou, tu vois, et tous les préjugés sont là et ils osent pas. Et qu'en fait, on se rend compte qu'une fois qu'on traverse ces peurs et qu'on dit tout haut ce qu'on pense tout bas, que d'abord on se rend compte que le monde ne s'écroule pas, justement, il ne s'effondre pas pour le coup, et que par ailleurs, chaque fois qu'on libère sa propre parole, et l'effondrement est vraiment un sujet en or pour ça, c'est que depuis que nous on parle effondrement, il y a des tas de gens dont le cri du cœur principal c'est de nous dire merci, enfin, maintenant je me sens plus habilité et conforté à parler de quelque chose que je pressentais, et où j'avais peur de passer pour un fou, et où je passais d'ailleurs parfois pour un fou, les rares fois où je m'y suis hasardé, et où maintenant je peux sortir vos 500 références et dire il n'y a pas que moi qui en parle et je ne suis pas fou. La prise de conscience de la réalité de l'effondrement amène immédiatement des réactions qui sont notamment celles du déni, ou dont je ne veux pas savoir, ou non c'est pas vrai, ou ça n'existe pas, ou non c'est pas pour maintenant, enfin bref. On remarque quand même que les enjeux, par exemple les enjeux climatiques, se donne essentiellement un fondement scientifique. Et c'est très important, et c'est évidemment très important. C'est une façon de dire que c'est pas du cauchemar, que c'est pas de la magie, c'est pas de la mythologie, c'est vrai. Bon. Mais je crois que la science, elle ne convertit personne. On a beau avoir des démonstrations scientifiques, tant qu'on ne le voit pas dans notre jardin, là, derrière, on n'y croit pas. Et que si la science convertissait les gens, ça fait belle lurette que les gens s'intoxiqueraient plus par des tas de substances, des modes de vie inadéquats qui leur provoquent des maladies qui sont aujourd'hui facilement prédictibles. On le sait très bien d'ailleurs, hein, fumer-tu. C'est un truc qu'on a sur nos paquets de cigarettes en France. Ça n'empêche pas les gens de fumer. Hein, parce que l'intelligence va essayer de dévoyer cette information-là qui est extrêmement anxiogène. Fumer-tu, c'est terrible. Ben c'est comme polluer-tu, c'est extrêmement anxiogène. Et on a des tas de stratégies qui nous poussent à l'inaction, qui fait qu'on va éviter d'écouter l'information dérangeante. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense que ce qui se passe, c'est ce qu'on peut peut-être décrire ailleurs comme une panne de sens. Si j'ai une panne de sens dans ma vie, eh bien j'ai beau être informé sur des données épidémiologiques qui m'annoncent un sombre avenir pour ma santé personnelle parce que je ne fais pas assez de sport, parce que ceci, parce que cela, je pourrais difficilement, comme on va le dire, en prendre conscience.